Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du nouveau concept qui s'appelle Sous influence. Si vous l'aimez pas, c'est vous qui avez choisi sur Instagram, donc cette fois c'est pas de ma faute. Pour rappel, dans ce nouveau concept, on va parler des influenceurs, en particulier des youtubeurs. Ça sera un concept un peu réaction, j'ai prévu des extraits de vidéos auxquels je vais pouvoir réagir en fonction d'un sujet, vous donner mon avis, mon analyse, et l'objectif comme d'habitude c'est qu'on en débatte en commentaire. Aujourd'hui j'ai choisi de parler d'un sujet piquant qui vous intéresse tous, la preuve vous avez cliqué sur cette vidéo, les clashs entre youtubeurs. Effectivement j'avais déjà réalisé une vidéo sur les dramas sur YouTube, donc pour ceux qui ne savent pas un drama c'est quand il y a un drame, un espèce de scandale, une polémique, mais je ne m'étais pas intéressé spécifiquement au cas des clashs entre youtubeurs parce qu'effectivement il arrive parfois que deux youtubeurs ne s'entendent tellement pas qu'ils s'attaquent par vidéo interposée et donc ça crée un drama, mais c'est une sous-catégorie des dramas, les clashs. Et vous verrez, donc on va regarder évidemment des extraits de clash, hein, c'est pour ça que vous êtes là, mais l'objectif ça ne sera pas du tout de dire telle personne a raison, moi je suis du côté de telle personne ou telle personne dans ce clash, mais plus d'essayer de comprendre les mécaniques qui sont à l'œuvre, comment certains se positionnent par rapport au clash, qu'est-ce que ça engendre, pourquoi il y a des clashs et qu'est-ce que ça engendre. Mais je l'ai dit avant, ce qui n'avait pas trop de sens. Bref, qu'est-ce qui peut amener deux youtubeurs à se clasher sur le YouTube francophone? Et bien souvent, en tout cas ces dernières années, c'est à la fin d'un groupe. Les collectifs, les duos et ce genre de choses, ça cartonne sur YouTube. Clairement, j'ai pareil fait une vidéo sur le sujet, que ce soit dernièrement la team Crouton par exemple, ou même toute la team autour de Pierre Cross. À chaque fois qu'il y a des youtubeurs qui se rassemblent, ça permet de fédérer beaucoup plus une communauté et de créer beaucoup plus de contenu par jour et d'apparaître beaucoup plus souvent sur plein de vidéos. J'avais montré que Michou, il apparaissait en moyenne dans une vidéo par jour sur YouTube. Le problème, c'est que comme pour tous les groupes de musique, à un moment, les groupes de youtubeurs, ils finissent par se séparer. Et parfois, ça se termine bien, ou en tout cas de manière publique, ça se termine bien. On peut penser par exemple au Tatou qui s'est séparé il y a désormais 1 ou 2 ans facile, je pense maintenant. Mais parfois, ça se passe beaucoup moins bien. Et là, ça fait exploser souvent les tensions auprès du grand public avec les gens qui exposent des trucs privés sur les problèmes du groupe aux yeux de tout le monde. Et là c'est intéressant parce que chaque youtubeur va avoir sa petite stratégie pour mettre la communauté en question, donc la communauté du collectif, dans sa poche plutôt que dans celle de l'autre. Il y avait notamment le duo Caroline et Safia, qui était un duo de youtubeuses lifestyle très connu et qui m'a cartonné à l'époque et qui avait donc une chaîne en commun. Bon, c'est triste parce que forcément c'est deux amis qui se séparent, mais c'était quand même assez drôle de les voir s'embrouiller par Snap interposé sur le même compte Snap, Caroline et Safia. Notre chaîne YouTube ne lui correspondait plus parce qu'il y avait que de la populace et des gamines pas assez grandes pour comprendre les sujets qui l'intéressaient. Juste pour conclure. Oh punaise, je sais même pas laquelle est Caroline, laquelle est Safia. J'ai su à un moment, et je vous avoue avoir complètement oublié qui est Caroline et qui est Safia, mais on les voit que toutes les... Ah voilà, Caroline, Safia. Merci BuzzFeed. Je sais pas combien de temps tu comptais encore les tourner en bourrique alors que ta décision elle est prise depuis longtemps. Et là, je me rends compte qu'au bout de 10 ans, la personne que je croyais être ma meilleure amie, Caro, je te parle à toi aussi parce qu'on ne communique plus, elle me pointe du doigt. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que Caroline, elle va essayer de mettre la communauté dans sa poche. Comment? En rejetant Safia, en disant « Regardez, Safia vous méprise, Safia ne vous aime pas, moi je vous défends et elle au contraire, elle ne veut plus avoir affaire à vous. » Donc, sous-entendu, continuez à me suivre moi et ne la suivez pas parce qu'elle, de toute façon, elle ne veut pas de vous. Il y a donc Safia qui va parler beaucoup plus d'un point de vue personnel, de leur amitié, du fait qu'elles n'arrivent plus à se parler, alors que Caroline, elle est beaucoup plus sur « Regardez, la communauté, elle ne vous respecte pas, il faut me suivre moi ». Là, ce qui a posé problème, c'est aussi le mélange entre la vie privée et la vie professionnelle. Et on voit que du coup, elles n'arrivent tellement pas à s'accorder que même sur leurs attaques, c'est pas du tout sur le même plan. Bon sinon, une autre séparation de groupe qui avait fait grand bruit il y a déjà 2 ans quasiment maintenant, c'est évidemment Trash, le collectif Trash qui était une grosse chaîne YouTube et qui est toujours d'ailleurs une grosse chaîne YouTube, qui était un collectif de plein de vidéastes qui parlait de plein de sujets, notamment de pop culture. Il y avait une organisation qui avait l'air très compliquée et du jour au lendemain, on a vu popper plein de vidéos « Je quitte Trash » à tel point qu'évidemment c'était devenu rapidement un mème. Et donc tous les membres du collectif quittaient petit à petit le collectif en question. Je quitte aussi Trash, du coup, après plus de 3 ans sur la chaîne. Voilà, je pense que vous êtes déjà au courant de certains trucs. Là, encore une fois, on retrouve aussi un code qui est intéressant, qui était celui qu'utilisait Cyrus pour avoir l'air proche, et en tout cas être proche de sa communauté, avec un titre très simple, Je quitte Trash, alors que souvent en plus Trash était plutôt habitué à faire des titres très aguicheurs, avec des majuscules, ce genre de choses. Un facecam classique, sans cut ni musique.
une miniature aussi très simple qui est simplement une photo. Que justement on est au courant d'absolument rien, que la seule personne qui est au courant de quelque chose, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a envoyé des lettres. Ok, très bien. Nous on n'avait aucune idée que ça se passait mal dans Trash, et de voir du jour au lendemain qu'il y a autant d'attaques, autant de dramas, autant de problèmes, autant de clashs, et ben on se dit waouh, qu'on le veuille ou non, c'est pas une vidéo qui est pensée pour fonctionner, qui est pensée pour faire des vues, mais qui en fait automatiquement par sa nature, par le côté intrinsèquement bouillant. Bon, là, c'est vraiment un clash ultra frontal. Je quitte le groupe, cette personne m'a fait du mal. Mais parfois, les clashs de youtubeurs, ça peut être sous la forme de plus petites piques ou simplement de critiques sur un comportement ou un sujet. Et ça avait été le cas notamment en janvier 2019. Puis 2019, c'était quand même l'année des dramas quand j'y repense. C'est la 3e vidéo de 2019 quasiment. Mais Squeezie avait sorti les temps forts sur YouTube avec entre parenthèses janvier, vidéo qui n'a pas été reconduite les autres mois, on va voir pourquoi, et dans laquelle il parlait un peu de ce qui s'était passé sur YouTube en janvier. Ici, le souci, c'est que moralement, c'est un peu limite de faire payer une vidéo dédicacée à des gens. Surtout quand elle coûte 36 balles, mec, qui est le prix d'une place de concert à Bercy pour un show de 1h30 qui a coûté des centaines de milliers d'euros d'installation pour certains. Donc là on voit simplement Squeezie qui donne son avis sur les vidéos à 36 € de Thibaut InShape, qui avait fait de toute façon beaucoup parler, hein. Squeezie était loin d'avoir été le seul à faire des petites piques sur le sujet. La position de Squeezie en tant que numéro 1 du YouTube francophone, même s'il me semble qu'à l'époque il était encore numéro 2, et bref dans le top 5 du YouTube francophone, fait qu'il ne peut pas faire ses vidéos. Parce qu'il a une tellement grosse communauté, sa vidéo elle a fait 10 millions de vues, notamment David Lafarge s'en est plaint dernièrement parce que il était dans une période qui était très compliquée pour lui et la vidéo de Squeezie a été un peu comme un coup de massue pour ça. Et je pense que c'est pour cette raison que Squeezie n'a pas renouvelé l'expérience, même si, encore une fois, la vidéo a très bien marché et a plutôt plu, hein. Il n'y a pas eu de bad buzz de la part de Squeezie. Mais du coup, la question c'est, est-ce que c'est vraiment un clash ou non dans ces moments-là, quand on fait des petites piques à un petit youtubeur? Parce qu'effectivement, et donc on le voit avec cette vidéo de Squeezie qui a fait beaucoup de mal moralement à David Lafarge, les clashs de youtubeurs ont des conséquences très concrètes. Tout d'abord, il y a des conséquences morales et de harcèlement. Il y a d'un seul coup des centaines de milliers de gens qui sont impliqués. Je ne sais pas si on se rend compte, mais des centaines de milliers de gens qui viennent vous dire « Ouais, t'es vraiment qu'un gros con, je suis pas du tout d'accord avec toi, pourquoi t'as fait ça ?» Ça peut être très compliqué à gérer pour une personne. Surtout que très souvent, comme on l'a vu, notamment pour Caroline et Safia, c'est simplement une dispute entre deux amies qui auraient probablement dû rester privées, mais qui ne pouvaient pas rester privées simplement parce qu'elles étaient exposées publiquement. Et donc c'est pour ces raisons que de plus en plus, ça va très loin, et notamment jusqu'en justice. Alors dernièrement, on avait vu Marvel Fitness qui a carrément fait de la prison après un procès avec Aline Dessine qui l'avait attaqué pour harcèlement. Et donc il y avait eu un clash entre ce youtubeur et cette youtubeuse, et donc il y avait eu un procès que Marvel Fitness avait perdu puisqu'il est allé en prison, mais finalement en fait il y a eu un nouveau jugement et il est sorti de prison et il a de nouveau eu le droit à ses réseaux sociaux. Bref, on voit que ça peut aller quand même très très loin et que ça peut engendrer des conséquences qui sont très graves. Dans le même style, il y avait le drama autour de Voxmakers qui est encore un collectif de youtubeurs qui s'était cette fois plutôt regroupé contre Thomas Sirix, qui était donc lui pour le coup un peu le patron de Voxmakers et qui dénonçait les conditions de travail au sein de Voxmakers. C'est mon avocat qui va désormais s'occuper de tout ça, on lui a envoyé votre vidéo. Vu la gravité de ce que vous avez fait, je ne vais pas lâcher. Je porte plainte pour diffamation, harcèlement et incitation à la haine. Et beaucoup de gens s'étaient moqués de lui en disant « Oh là là, il porte plainte », mais non, en fait, ça va probablement... Alors, là, on sait toujours pas où ça en est. Encore une fois, c'était en 2019. Mais sérieux, c'est quoi cette année, sérieux? Non, attendez, mais... Ah non, ça va. Normalement, les autres clashs datent pas de 2019. Mais tout ça pour dire que beaucoup de gens s'étaient moqués de lui, mais quand on voit ce qui s'est passé avec Marvel Fitness, on peut s'attendre à voir de plus en plus de cas. Et c'est pour ça qu'on dit régulièrement « Ouais, les clashs, c'est seulement pour le buzz, ils cherchent juste du buzz. » Mais non, non, quand ça finit en justice, c'est qu'il y a des conséquences très graves. Un autre point qui est selon moi très important, dont on parle souvent sur cette chaîne, je suis un peu la seule chaîne à le dire en France, hein, parce que voilà, les autres n'en parlent pas, qui est la concurrence sur YouTube qui cause parfois ces clashs. Et alors là, je suis allé vous déterrer un clash. Je suis sûr que certains d'entre vous n'étaient même pas au courant entre Matt Podcast et Seb Lafrite. Alors pour le coup, bon, il doit dater pas mal, il date de 2013, j'étais au collège, je me souviens très très bien. Et donc il y avait eu un clash entre Seb Lafrite et Matt Podcast qui à l'époque faisait à peu près le même nombre de vues. Non, Seb Lafrite devait en faire un peu plus, mais il faisait un peu le même genre de vidéos, de défis, etc. Je leur donne l'opportunité de passer sur la chaîne LCI. Quelques jours plus tard, ils sont regroupés à la Japan Expo en fait cet été.
Et ils se sont dit plus ou moins en gros entre eux, ouais je comprends pas pourquoi Matt Podcast est passé sur LCI, il le mérite pas, voilà des trucs comme ça. Donc là on voit Matt qui dit bah voilà, moi je les ai aidés à passer sur LCI, et, on faisait des vidéos ensemble, on s'entendait bien, c'était une espèce de concurrence saine, voilà, on s'entraidait, et du jour au lendemain ils ont arrêté de me parler. Et donc derrière ça, Seb Lafrite a décidé de faire une vidéo où il répond. Moi je t'ai donné des conseils, je suis pas asocial non plus, j'ai voulu t'aider machin, mais à un moment donné faut arrêter de dire qu'on est amis. Je comptais jamais devenir pote avec toi. Pour moi dans ma tête c'était ouais, lui il fait des vidéos, moi aussi. On a un truc en commun, voilà, je lui parle, c'est normal. Et il s'en rendait peut-être pas compte à l'époque, mais il vient de dire quelque chose qui est central et qui est devenu central sur YouTube, c'est qu'effectivement il y a une notion entre amis et collègues qui est très particulière. Parce que est-ce que les autres youtubeurs sont considérés comme des collègues de travail, c'est-à-dire des gens qui partagent la même activité que nous, à qui on peut demander ou donner des conseils de temps en temps, avec qui on peut bien s'entendre lors des soirées sur YouTube, ou est-ce que c'est des amis? Et effectivement, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent, et dans ces cas-là on ne peut pas attendre la même chose d'un ami que d'un collègue de travail. Et une autre chose, c'est aussi une des premières fois sur le YouTube francophone qu'on a vu une vraie rivalité et une vraie concurrence entre deux youtubeurs. Parce qu'effectivement, je pense que, même s'il ne le dit pas clairement, Seb Lafrite était content de voir un autre mec de son âge qui faisait à peu près les mêmes vidéos que lui, mais à mon avis, il voyait aussi ça comme de la concurrence. Et à un moment, ils en parlaient dans un extrait que je vous ai pas montré, mais en gros, il disait oui, il a fait le même challenge que je comptais faire, il m'a volé mon idée de challenge, oui, mais les challenges, tout le monde en fait sur YouTube. Et ça, c'est des trucs qu'on a revus ensuite pendant très longtemps sur YouTube, avec cette idée de ouais, telle personne est mon concurrent parce qu'il fait un peu le même contenu que moi et donc il faut le dépasser. Par exemple, un créatif s'est servi de ça pour faire des petites piques à Marketing Mania. Il l'explique d'ailleurs dans une vidéo sur sa chaîne secondaire, n'hésitez pas à aller la voir sur les clashs de youtubeurs, c'est assez éclairant. Et donc c'est intéressant de voir les prémices de ce qu'il ne probablement à l'époque captait même pas, à savoir qu'il y allait avoir une difficulté pour tous les youtubeurs, et y compris moi, pour faire la différence entre simplement des amis de la vraie vie qui peuvent nous aider même en dehors de YouTube, et simplement des collègues youtubeurs avec qui on s'entend bien, qui peuvent nous aider pour faire des featuring, pour apparaître dans des vidéos et ce genre de choses. D'ailleurs, et ça m'intéresse énormément, sur Instagram, depuis un an, j'arrête pas de chercher mon concurrent. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, selon vous, qui pourrait être un bon concurrent à ma chaîne. J'ai du mal à en trouver et c'est pas du tout pour dire oh là là j'ai pas de concurrence, je suis trop fort, même si c'est un peu le cas. Non, en vrai, c'est que je trouve pas trop de chaînes YouTube qui font le même type de contenu que moi et que je pourrais essayer de challenger un peu. Moi, ça me ferait rire et ça me permettrait aussi de me positionner par rapport à ça. Donc dites-moi dans les commentaires, ma chaîne YouTube vous fait penser à quelle chaîne YouTube. On m'a pas mal sorti Ludovic B ou même Hugo Décrypte. Donc voilà, Hugo Décrypte, fais attention à toi. J'arrive. C'est faux, hein. Il a 1 million d'abonnés, il fait des interviews avec le président, moi je suis dans ma chambre en caleçon à réagir à des vidéos de youtubeurs en disant oh là là, les clashs c'est pas bien. Hein. Et donc ces clashs, ils peuvent avoir des conséquences très concrètes, mais comme je l'ai dit, ils marchent surtout très bien et ils font énormément de vues. Et ils apportent énormément de visibilité. Et le premier qui s'en était rendu compte, je suis sûr que vous le connaissez si vous êtes sur YouTube depuis au moins 5-6 ans, c'est évidemment Cortex. C'est-à-dire que c'était un mec qui est sorti littéralement de nulle part et chaque vidéo, il clashait simplement des youtubeurs. Et ça cartonnait. Il n'avait rien, il n'y avait aucun fond, aucun argument, le gars parlait même pas correctement, mais simplement les gens voulaient voir du sang, voulaient voir quelqu'un cracher sur ces youtubeurs qui étaient à l'époque en plus idolâtrés par absolument tout le monde, qui ne subissait aucune critique, et il a même eu cette espèce de reconnaissance qui est la réponse de Cyprien, où il avait fait une réponse en rap qui a cartonné. Attendez, mais Cyprien Clash Cortex, c'est vraiment un nombre de vues assez hallucinant. C'est 50 millions de vues. Et là, pour le coup, Cyprien, en plus, était dans une situation très délicate. Parce que lorsque vous êtes le plus gros youtubeur et que vous êtes attaqué en clash plus ou moins indirect par un autre youtubeur qui est plus petit que vous, c'est très compliqué de répondre. Parce que si vous répondez, vous lui donnez de la légitimité et de la visibilité. Et à la fois, si vous répondez pas, ça donne l'impression que vous n'avez aucun argument pour répondre. Bon, sinon, évidemment, j'ai pas parlé des faux clashs, mais ça marche super bien. Cyprien et Squeezie l'avaient fait, alors ils l'avaient pas très bien fait parce qu'ils étaient un peu dans le rush, ils avaient fait une vidéo intéressante pour débriefer de ça et donc ils n'avaient pas eu le temps de laisser vraiment monter la sauce et puis surtout personne n'y croyait. Pareil, JujuFitCats et Thibaut InShape avaient fait la même chose, mais les meilleurs dans le domaine c'était évidemment les youtubeurs américains, Jake Paul et Logan Paul qui étaient allés super loin, où on savait pas trop si c'était pour le buzz ou si c'était pour de vrai, qui se clashaient, qui se réconciliaient, qui se reclashaient, mais en réalité je vous ai quasiment montré tous les plus gros clashs qui ont eu lieu sur YouTube, et quand on les regarde comme ça, il n'y en a pas eu énormément.
Contrairement aux stars de télé-réalité qui, même en dehors des émissions de télé-réalité sur les réseaux sociaux, passent leur temps à se pourrir, sur YouTube, c'est souvent beaucoup moins frontal. En gros, c'est des petites piques ou alors des problèmes en interne. Et alors, ça peut paraître comme une bonne chose, et je pense que c'est une bonne chose qu'on n'ait pas non plus toutes les semaines des clashs entre des gros youtubeurs, hein. Mais ça pose aussi problème, c'est-à-dire qu'il y a tellement peu de clashs que dès qu'il y en a un, tout le monde va capitaliser dessus. Et d'un seul coup, ça va devenir un énorme événement, même si c'est simplement un mini clash, parce que vu qu'il y en a très peu, le peu qu'il y a, les gens vont se ruer dessus et en faire une montagne. Mais je pense que s'il y a eu autant de clashs de youtubeurs, comme je l'ai dit, c'est souvent parce que YouTube est un milieu qui est encore en construction, avec des relations entre les gens qui sont un peu particulières. Personne ne sait vraiment trop comment se placer. On a vu donc qu'il y a les problèmes entre collègues, la différence entre collègues et amis, ce genre de choses. En tout cas, dites-moi vous ce que vous pensez des clashs de youtubeurs. Selon vous, à quoi c'est dû? Est-ce que c'est dû uniquement à des égos surdimensionnés qui n'arrivent pas à se supporter entre eux? Ou est-ce que ça a des logiques internes beaucoup plus complexes? Comment ça se fait qu'on voit aussi peu de clashs sur le YouTube francophone par rapport au YouTube américain? Non, plus sérieusement, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche. Le concept est encore en cours de construction, hein. Comme je vous ai dit, là c'était un sujet, en plus c'est une vidéo d'été, donc c'était un sujet un peu détente. J'avais envie de revenir sur des gros clashs qui ont marqué le YouTube francophone. Mais vous verrez, la prochaine vidéo sur les revenus des youtubeurs sera beaucoup plus technique et je suis sûr que vous en apprendrez beaucoup. On se retrouve dimanche prochain 15h pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bros, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Ciao!